Bienvenue dans l'envers du décor. Le théâtre, c'est tout un monde. Entre chaque acte, des passionnés le réinventent continuellement. Cette série de podcasts, proposée par le Théâtre Antea, explore les problématiques créatives du spectacle vivant en offrant un nouvel espace d'expression pour les artistes et les professionnels du milieu. Aujourd'hui, nous recevons la comédienne Dominique Blanc. De passage à Antea pour le Tartuffe, mise en scène par Ivo van Hove, la comédienne du français a accepté de rencontrer des enseignants et des lycéens en études théâtrales. En effet, cette année, un programme en spécialité théâtre lui est dédié pour le baccalauréat. Dans ce parcours d'enseignement, les élèves s'intéressent aux problématiques du jeu d'acteur et de l'incarnation en revenant sur la carrière unique de Dominique Blanc. Sans plus tarder, nous vous laissons profiter de cet échange où la comédienne commence par revenir sur la genèse de son parcours d'actrice. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à partager l'épisode et à laisser une note sur notre page Spotify. Belle écoute à tous! Je suis née à Lyon, et Lyon à ce moment-là est une ville où il y a une grande activité théâtrale. Et avec mon lycée, je vais au théâtre finalement assez tôt. Je vais au théâtre des Célestins où je vais entendre tous les auteurs classiques et je vais même aussi découvrir la comédie française alors que j'ai une dizaine d'années. Et puis ensuite, je vais aller au théâtre du 8e qui est dirigé par Marcel Maréchal, où là, je vais avoir accès à un théâtre plus contemporain. Et puis, tout à fait par hasard, je le raconte dans le livre, je vais aller au TNP, où je vais découvrir le spectacle de Patrice Chéreau, Massacre à Paris, qui est un peu la genèse de La Reine Margot. Et on va dire que je prends des cours d'art dramatique pour convaincre mes parents. Je leur explique que je suis très très timide, ce qui est vrai, et que ça va m'aider à acquérir de l'assurance. Voilà. Et c'est vrai que c'est formidable de ce point de vue-là. Et puis après, je vais laisser tomber mes rêves, ce qui ne faut jamais faire. Et comme je suis assez scientifique, je vais me diriger vers l'architecture pendant 2 ans. Parce que je suis aussi très intéressée par la psychiatrie et j'ai vu que Bruno Bettelheim travaille avec des enfants autistes et avec des architectes. Donc pendant 2 ans, je vais faire de l'architecture. Et puis quand je vais arriver à Paris, je me dis qu'il faudrait quand même que j'essaye cette chose dont j'avais très envie au cœur de moi, mais au plus secret. Et j'ai commencé à prendre des cours donc chez Charles Dulin. Lui était mort, mais il y avait ses amis qui donnaient des cours. Et puis je suis arrivée au cours Florent. Et c'est vraiment la rencontre avec François Florent qui fait que je n'ai pas lâché, parce que je suis tombée tout d'un coup sur quelqu'un qui a été la première personne à croire en moi, en fait, et à me dire tu vas rater tous les concours, mais c'est pas grave, il faut qu'on voit ta gueule. Bon, alors, dont acte. Et c'est la première personne qui vraiment a cru en mon potentiel et en mes possibilités. Voilà. Donc ça a été une rencontre extrêmement importante. Et puis après, ça s'est enchaîné avec Pierre Roman et Tchekhov. Et là, ça a été une année de travail tout à fait merveilleuse, parce qu'on a travaillé sur un seul auteur, on s'est concentré sur Tchekhov. Et comme je le dis dans le livre, les personnages de Tchekhov, quelque part, n'ont pas d'âge. Ils peuvent être très âgés, mais ils peuvent aussi être joués par des gens qui ont 20 ans. Surtout Platonov, qui est une pièce qui doit durer, je ne sais pas, peut-être 6 ou 7 heures. Et donc pendant 1 an, on a vraiment travaillé tout ça. Et ça a été merveilleux. Grande rencontre. Puisqu'on est parti d'abord sur la genèse en fait de votre travail de comédienne. Moi, j'ai lu évidemment votre ouvrage avec intérêt, et notamment la partie initiale, enfin biographique, vraiment oui. Biographique. Et j'étais très surprise d'apprendre que vous aviez travaillé avec celle qui sera Orlan. Oui. Ça, la plasticienne Orlan. J'ai trouvé ça quand même une étape importante dans un parcours conduisant au jeu théâtral. Oui. Est-ce que vous pensez que ça a eu une importance particulière pour vous, cette expérience-là ? Oui. C'était Orlan avant Orlan. Hein. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Orlan, c'est une grande figure de l'art contemporain
qui a décidé de faire de son corps et de son visage une œuvre d'art, enfin plusieurs œuvres d'art, avec un certain nombre d'opérations de chirurgie esthétique. Et à l'époque, elle est professeure d'éducation corporelle. Et elle a été très importante parce que, en fait, elle m'a donné confiance dans mon corps. À un âge où, en général, on se trouve très moche et très maladroit. Et j'ai rencontré cette figure qui était déjà assez excentrique quand même, hein, avec des lunettes incroyables et habillée d'une façon très excentrique. C'est vrai qu'à Lyon, il n'y avait pas beaucoup de personnages comme elle. Hein. Et donc, elle nous a travaillé, pas vraiment le texte, mais surtout, c'était des exercices de concentration et puis sur le corps. Et c'est vrai que moi, ça m'a apporté énormément. À l'époque, elle ne disait pas qu'elle qu'elle voulait devenir ce qu'elle est devenue. J'imagine qu'elle était là pour gagner sa vie aussi, tout simplement. Et ça a été pour moi une très belle rencontre. Le livre est sorti et à chaque fois, je me dis, il faudrait que je la contacte. Je l'avais contactée une fois. Et elle m'avait dit « Oh, c'est merveilleux, buvons vite un verre de champagne ». Voilà, et puis ça ne s'est pas fait. Mais là, je vais la relancer parce que c'est incroyable, la vie. C'est phénoménal, des rencontres comme ça. Donc ça vous apporte, je crois, de la confiance. Voilà, la confiance, et puis on cesse de s'en prendre à soi-même. Parce que l'adolescence, c'est quand même une période qui est difficile. Et ça m'a certainement beaucoup apaisée. Voilà. Question plutôt concrète. Est-ce qu'aujourd'hui, vous recommanderez les cours Florent à un apprenti comédien ? Ah Alors, oui, c'est très concret. Je ne connais pas du tout les professeurs qui sont au cours Florent maintenant. Donc, je ne pourrais pas conseiller quoi que ce soit. J'ai entendu parler d'une école qui est, paraît-il, formidable, qui est l'école de Claude Martin, je crois, ou Claude Mathieu, je ne sais plus. Mathieu, pardon. C'est un homonyme de notre doyenne. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de ce cours en qualité, et les gens qui sont passés par cette école m'ont toujours dit qu'ils avaient appris énormément de choses. Mais le cours Florent est devenu tout à fait autre chose. Moi, quand j'y étais, c'était encore... c'est artisanal, on va dire. C'était merveilleux parce que c'était dans l'île Saint-Louis. Donc, bon, déjà, le cadre était extraordinaire. Puis, on avait la possibilité d'aller répéter sous le pont Marie et de hurler tout notre soûl et personne ne nous entendait. Donc, à Paris, c'était quand même extrêmement précieux. Mais à l'époque, c'était François lui-même qui donnait les cours. Or, Florent, pour moi, mais pas que pour moi, était un très grand pédagogue. Il avait le talent de deviner un peu les gens à partir du moment où il les faisait monter sur le plateau, dès leur arrivée. Et puis, il faisait 2-3 petites impros. Et puis après, il recommandait des textes, des scènes, voire des auteurs. Et puis, les gens s'inscrivaient. Voilà. Et à l'époque, il donnait ses cours l'après-midi et il donnait aussi ses cours le soir. Donc, c'était tout à fait merveilleux parce qu'il avait vraiment cette science de l'humain. Après, moi, je suis partie, et puis le cours est devenu de plus en plus à la mode, au point qu'il a dû déménager et qu'il s'est retrouvé, c'est Métro Crimée, je crois, maintenant, quelque chose comme ça. Hein. Et donc là, ça a pris une dimension, je ne vais pas dire industrielle, mais enfin, une dimension commerciale, certaine, qui n'était pas le cas de mon temps. Donc, j'y suis retournée 1 ou 2 fois invitée par lui, mais il ne donnait plus de cours. C'était des anciens élèves qui donnaient des cours. Parmi eux, il y avait des gens qui avaient joué, mais il y avait aussi des gens qui n'avaient jamais joué la comédie et qui enseignaient. Donc c'était un petit peu étrange, mais au fond, pourquoi pas. Mais c'est devenu très commercial. Or, je crois que maintenant, je ne connais pas les tarifs, mais c'est devenu certainement très cher. Je pense que si on souhaite suivre un cours d'art dramatique à Paris, ce que je conseille, moi, c'est d'essayer un peu tout. C'est-à-dire, si c'est possible, hein, de visiter les cours, en fait. De dire, je viens ici pour regarder un petit moment, et puis finir par choisir celui où on se sent le mieux. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai toujours eu des retours de l'école de Claude Mathieu, pour des gens qui, après, n'ont pas forcément fait ce métier,
mais qui pendant 2 ans ou 3 ans, je sais pas combien de temps ça dure, 3 ans, je sais plus, qui ont appris beaucoup de choses. Parce que quand vous travaillez sur des auteurs de théâtre avec une espèce de troupe quand même, des partenaires qui sont toujours les mêmes pendant 2-3 ans, vous apprenez, au fond, vous apprenez énormément sur vous-même et sur les autres. Et c'est ça qui est très intéressant. Voilà, donc moi, je les connais pas plus que ça, hein, j'ai pas de pourcentage non plus, mais de ce que j'entends, ça me paraît bien. Il y a aussi des conservatoires de quartier à Paris qui sont gratuits et qui peuvent être formidables. On m'a beaucoup parlé du conservatoire du 10e, du conservatoire du 5e, mais encore une fois, si c'est votre envie, il faut y aller. Là, c'est gratuit, hein, c'est un conservatoire, donc c'est la mairie qui paye, je pense. Donc vous y allez, vous regardez, et puis vous discutez avec les gens, vous attendez les gens à la sortie, puis vous parlez avec eux. Je pense que ça, comme démarche, c'est très important. Bonjour. Bonjour. J'imagine que ce qui a justifié votre longévité à la Comédie Française, c'est justement ce goût pour la troupe. Oui. C'est-à-dire que ça a commencé comme ça. En fait, pour rentrer dans ce métier, il y a eu tellement d'échecs et il y a eu tellement de ratages, puisque j'ai raté les concours conservatoire, rue Blanche, etc., qui fait que, venant d'une famille nombreuse, en fait, moi, je rêvais d'intégrer une troupe. C'est la raison pour laquelle le fait de rater le conservatoire m'a plongée dans un désespoir profond, parce que je voulais vraiment me retrouver dans un groupe, quoi, comme j'étais chez moi. Et comme ça ne s'est pas fait, ça m'a obligée, du coup, à avoir une trajectoire beaucoup plus personnelle que je ne l'imaginais. Et finalement, j'ai fait cavalier seul pendant des années. Et c'était pas mon choix de départ, en fait. Mais du fait des événements, je me suis retrouvée comme ça. Donc, j'avais des copains et des copines qui étaient au conservatoire avec lesquels j'ai très vite perdu contact. Et puis, le fait d'avoir cette rencontre merveilleuse avec Pierre Roman, et puis le fait que Patrice Chéreau, surtout, vienne voir le spectacle, ça a enclenché quelque chose qui a fait que je me suis dit, bon, finalement, ce métier, je l'apprendrai pas dans le cadre d'une école, je l'apprendrai sur le terrain. Voilà. Mais j'ai continué d'être assez seule à la fois dans le monde du cinéma, de la télévision et du théâtre, même s'il y a des gens avec lesquels j'ai recommencé à travailler. Et puis, quand Éric Ruff m'a fait cette proposition, qui était quand même une proposition terriblement audacieuse, qui est celle de demander à une comédienne de 60 ans d'entrer dans la troupe, je lui ai dit, mais Éric, est-ce que tu es bien conscient de ce que tu fais? Et pour moi, ça a été une chance merveilleuse, mais je dis tout le temps merveilleuse ce matin, mais c'est le mot qu'il faut employer, parce que je pense que si j'étais restée comme ça, cavalier seul, à partir du moment où les années commencent à s'accentuer, le monde du cinéma s'intéresse pas tellement aux femmes de mon âge et encore moins à celles qui sont plus âgées. On va dire que hormis Catherine Deneuve, c'est quand même assez difficile. Il y a aussi évidemment Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, mais moi j'avais décidé que je ne changerais pas mon visage. Je n'aurais pas recours à des opérations, je trouve ça beaucoup trop cher. Mais surtout, j'en vois pas l'utilité, quoi. Et ça m'a sauvée, parce que sinon, je pense que j'aurais pu plonger vraiment à la fois dans l'aigreur, dans l'amertume, et me replier sur moi, et passer mon temps sur les routes à jouer la douleur, et puis finir par me retrouver toute seule. Et ça, c'est vraiment une chose qui ne doit jamais arriver quand vous faites ce métier. Être seul. Parce que, en fait, il faut toujours rester connecté aux autres. Il faut toujours aller vers les autres, même si c'est pas votre nature profonde. Moi, je suis timide, sauvage, mais je suis aussi terriblement orgueilleuse, donc parfois je n'ose pas, même souvent je n'ose pas. Et là, si vous voulez, entrer au français, ça m'a permis... D'abord, ça m'a beaucoup remis en question, parce que je travaille avec des gens qui savent même pas ce que j'ai fait au cinéma, qui savent même pas qui est Patrice Chéreau, donc vous voyez, je repars à zéro, quoi.
Et je me retrouve avec des académiciens, académiciennes, donc qui sont des gens, ça c'est Muriel Mayette qui l'a mis en place à la Comédie Française. Donc en fait, ce sont des gens qui ont fait déjà 3 ans d'école nationale, qui vont passer une audition pour le français. 6 comédiens vont être retenus, 3 hommes, 3 femmes, un pour la mise en scène, un pour les costumes. Et ça va être vraiment une année de... Enfin, ils vont dormir 3 heures par nuit, les pauvres. Mais ça va être intense. Et donc, j'ai affaire à cette jeunesse qui me connaît pas et qui veut bien travailler avec moi, mais au présent. Donc déjà, ça, c'est une chance. Je me retrouve aussi dans un lieu où j'ai des partenaires qui sont des partenaires exceptionnels. Je veux dire, c'est une troupe de 60 personnes, à peu près 60. Mais avec Eric, on voit bien que Eric, ce qu'il a fait, c'est... il a ouvert toutes les fenêtres, hein, et puis il nous a mis dans le bateau, et voilà, on y va. Mais ça n'est pas un bateau de croisière, c'est plutôt un... Comment ça s'appelle, ces navires qui volent sur l'eau, là? Enfin, c'est... Je ne trouverai pas le mot. Hein? Des catamarans? Oui, voilà. Merci. Merci, Laetitia. Et c'est vraiment... c'est un capitaine, hein, cet Eric Ruff. C'est-à-dire que il a ouvert tout. Donc, il a fait venir beaucoup de metteurs en scène étrangers qui rêvaient de travailler avec la troupe. Mais il a fait aussi venir beaucoup de jeunes femmes qui étaient comédiennes, metteuses en scène, autrices, et il leur a donné leur chance principalement au théâtre du Vieux Colombier. Donc on a vu tout d'un coup des sujets de société qui n'étaient jamais abordés à la Comédie Française. Le public s'est considérablement rajeuni, pas que, parce qu'il y a toujours des anciens, mais beaucoup rajeuni, et on voit venir par exemple de province ou de banlieue des lycéens ou des étudiants qui ne sont jamais allés au théâtre quand même. Moi, j'ai joué Britannicus, le Britannicus de Racine, donc le week-end, vous jouez à 14h, l'après-midi, vous pouvez jouer le soir autre chose, et le dimanche encore autre chose, et le soir aussi. C'est le principe de la Comédie Française, c'est le principe d'alternance. Donc la troupe existe depuis 1680, mais ce système d'alternance, c'est unique au monde, parce que comment dire, il y a d'autres troupes, hein, bien sûr, dans le monde entier, et tant mieux, mais il n'y a pas 6 ou 7 spectacles par semaine. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'en fait, un soir sur 2, vous ne jouez jamais la même chose. Vous pouvez aussi ne pas jouer. Vous pouvez aussi ne pas être désiré, ne pas être demandé, et tout ça va avec la vitesse du catamaran, toujours. Donc, non, ça a été une chance, parce que ça a été une grande ouverture. Alors... Ils ont mis 6 ans à me nommer sociétaire. Bon. J'ai trouvé que c'était un peu long quand même. Et puis au moment où j'avais décidé de partir, parce que je me suis dit, bon, j'ai fait 6 ans, c'est bon, quoi. Ils n'ont pas envie, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui ne doit pas leur plaire, mais je ne saurais jamais ce que c'est. Ça n'est pas grave. Et au moment où je suis partie, le Covid, enfin où je voulais partir, le Covid nous est tombé dessus. Donc, avec le premier confinement, on a créé, enfin, Eric et son équipe ont créé cette fameuse télé web, cette télé gratuite, qui a eu un succès dans le monde, au niveau de la francophonie, un succès, mais vraiment incroyable. On s'est retrouvés avec un groupe de Russes à Saint-Pétersbourg qui nous suivaient, mais aussi des gens au Brésil qui parlaient français. Enfin, tout d'un coup, il a donné aux Français cette dimension internationale, je crois, qui lui manquait, en fait. Et puis avec les moyens numériques et nouveaux qui font que tout d'un coup tout ça s'est répandu. En fait, cette télé était entièrement gratuite, ce qui est important. Et peut-être certains l'ont vue, non? Peut-être pas, si. Voilà. Et ça démarrait à 16h et puis ça finissait à minuit. Et on allait piocher dans les archives du français pour diffuser un vrai spectacle le soir. Bon, alors des fois il y avait des trucs terribles, hein, parce que bon, il n'y avait pas que des réussites dans ce patrimoine, mais en même temps le fait que ce soit accessible si rapidement, offert à tous et à tous les âges surtout et à tous les milieux, ça a donné une ouverture à la troupe incroyable. Et puis je me suis vue aussi offrir des rôles merveilleux, je veux dire. Donc Britannicus, je reviens dessus, quand on vous offre Agrippine,
c'est quand même très difficile de dire non. C'est pas du tout Phèdre, c'est une pièce qui est beaucoup plus politique, avec un français que j'ai trouvé beaucoup plus ardu à apprivoiser. Mais donc je finis mon anecdote. Quand vous jouez Britannicus à 14h et que vous avez des lycéens qui sont là-haut, qui sont venus en autobus ou par leurs propres moyens, il faut leur expliquer en très peu de temps ce qu'est la pièce, par exemple la scène d'ouverture, qui est une scène terriblement difficile parce qu'il faut raconter tout le contexte politique. Et bien, j'ai eu de la chance cette année-là parce qu'il y avait en même temps un livre qui était sorti sur le personnage d'Agrippine et qui confirmait le fait que je ne connaissais pas, que c'était une très très grande politicienne. En équivalent, si vous voulez, c'était Angela Merkel au sommet de sa gloire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de sa sexualité, de sa relation soi-disant incestueuse avec son fils, etc., etc. Bon, ça, franchement, entre nous, on n'en sait rien. Mais par contre, le fait que sur un plan politique, elle ait vraiment compté, presque plus que Cléopâtre, pour moi, ça m'a considérablement aidée. Donc, vous êtes là au bord du plateau, vous avez cette scène à jouer, et puis il faut choper les lycéens qui sont là et les étudiants qui sont là. Or, Stéphane Braunschweig avait fait un truc assez malin. Il nous avait mis dans des costumes contemporains et il s'était beaucoup inspiré d'une série, alors que vous connaissez sûrement, mais que je ne connais pas, qui s'appelle Hunger Games. Non, c'est ça. Voilà. Il s'était beaucoup inspiré de ça et c'était vraiment malin parce que effectivement, au bout d'une scène ou deux, je sentais que toute la jeunesse était prise vraiment happée par le suspense et puis l'échéance, quoi. Ça aussi, c'est merveilleux à découvrir. Donc, au bout de 6 ans, donc j'ai dit que j'allais partir. Finalement, ils m'ont élu sociétaire. Donc, quand vous entrez au Français, le premier contrat, c'est un contrat de 10 ans. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver dans 2 ans et demi. Parce qu'en 2025, Éric Ruff s'en va. Voilà, il a fait 11 années à la Comédie Française. C'est la première fois qu'un administrateur sera resté aussi longtemps. Il est rentré au Français comme acteur à l'âge de 22 ans. Il a offert 11 années de sa vie comme administrateur et je peux vous dire qu'il ne doit pas dormir beaucoup. Pour moi, c'est vraiment Atlas. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il porte vraiment le monde sur ses épaules, quoi. Parce que c'est une sacrée boutique. C'est quand même 460 personnes. Le théâtre de la salle Richelieu, mais aussi le théâtre du Vieux Colombier et aussi le studio théâtre, avec des administrations qui sont très différentes. La porte de son bureau est toujours ouverte. Vous prenez rendez-vous pour lui parler. C'est quelqu'un qui est extrêmement accessible. Et tout ça, si vous voulez, pour moi, ça a été... enfin, je lui dis régulièrement d'ailleurs, ça a été une chance majeure, certainement. Sinon, je vois pas ce qui pouvait m'arriver. Oui, j'aurais pu... Enfin, de toute façon, je continuerai toujours à jouer la douleur, mais bon, j'aurais pu jouer des rôles de grand-mère ou d'arrière-grand-mère dans des séries sur Netflix, mais il ne me serait pas arrivé grand-chose d'intéressant. Voilà. Je me demandais si vous aviez été consulté au sujet du programme que nos élèves ont au baccalauréat, c'est-à-dire les 3 pièces. Bien sûr. Voilà, vous avez été consulté, d'accord. Je vais vous raconter la genèse si vous voulez. Volontiers. Oui. Et je me permets une autre question dans la foulée, très naïve, que peut-être un ou une de nos élèves aurait pu vous poser. Quel est le rôle au théâtre de votre vie que vous avez préféré ? Oula. On répond toujours tous la même chose, c'est-à-dire c'est le prochain rôle. Vous voyez ? Si. Évidemment, ça sera Phèdre. Ça sera Phèdre. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors donc, en 2022, je suis approchée par la secrétaire de la Comédie Française qui me dit un matin, Dominique, je t'appelle parce que tu vas être au programme du bac. Je dis, ah bon ?
Oui, en fait, tu as été choisi 24-25 programme du bac. Donc je raccroche, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'y crois pas une seconde. Je me dis, mais c'est une blague, c'est une fake news, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc j'oublie la chose, je l'efface de mon cerveau et je continue à jouer et tout ça. Et puis, en fait, on me dit, tu sais, l'inspecteur de l'éducation nationale qui s'appelle Patrick Ledet, voudrait bien te rencontrer pour parler de... Je me dis, ah bon, mais ça se précise vraiment, cette affaire, c'est curieux. Alors je rencontre Patrick Ledet, qui est un homme absolument remarquable, qui a consacré toute sa vie à l'éducation nationale, et vraiment, c'est une très belle rencontre pour moi. Alors on prend un café au Nemours, c'est le café qui est à côté du Français, et puis il me dit, voilà, je suis avec 3 enseignants de français, donc 2 sur Paris et 1 sur Lyon. On a beaucoup parlé, on avait envie un peu de changer les choses, de donner un petit peu d'air frais sur la préparation du bac, etc. Donc on a pensé à vous. Bon. Alors la dernière fois que c'était un être vivant, c'était Michel Bouquet et c'était il y a des lustres. Je lui dis, mais comment, mais quelle forme ça pourrait prendre? Alors il me dit, mais en fait, ce qui serait intéressant, parce que ça a été très clair dès le début qu'on ne parlerait pas de ce que j'ai fait au cinéma et de ce que j'ai fait à la télévision. C'était clair. Alors moi, je leur ai dit, écoutez, moi je pense que les générations qui arrivent sont des générations qui existent beaucoup par l'image. Donc il faut que je choisisse dans mes mises en scène des pièces qui ont été filmées. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors bon, on était d'accord là-dessus. J'ai réfléchi et c'est allé très vite. Je me suis dit, le mariage de Figaro, mise en scène par Jean-Pierre Vincent. Déjà, pièce est extraordinaire. Mais la mise en scène avait été exceptionnelle. C'était vraiment un spectacle, je ne peux pas dire historique, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ça avait été un immense succès. Ça me permettrait d'abord c'est un très beau texte évidemment, ça me permettrait de parler aussi de Jean-Pierre Vincent, qui est un metteur en scène de théâtre qui s'est beaucoup intéressé à la transmission, à la jeunesse, à l'enseignement, et qui est mort du Covid et qui a disparu de façon presque anonyme en fait, puisque de confinement en confinement, on ne lui a jamais rendu justice quelque part pour tout ce qu'il nous a offert. Donc je me suis dit, ça pour moi c'est important. Bien sûr j'ai pris Phèdre parce que je savais que Phèdre, ça circulait déjà pas mal dans les classes. Et puis si vous voulez, Suzanne c'est la jeune fille, Phèdre c'est l'amoureuse, le désir, la passion, l'alexandrin, Racine, enfin il y avait beaucoup de choses à raconter. Et puis ça a été filmé. Et ensuite j'ai choisi Angels in America. Pourquoi ? Parce qu'Angels in America, qui est filmé aussi par Arnaud Desplechin et produit par France Télévisions, j'espère que vous avez accès à toutes ces pièces-là, mais bon, non? Ah, vous n'avez pas accès? Ah bon? Angels, vous l'avez pas en replay sur France Télévisions? Il a été en replay. Oui. Je l'ai plus. Ah merde. L'an dernier avec mes étudiants, mais je l'ai plus. Ah d'accord. Bon, on en reparlera. Angels in America, pourquoi? Parce que c'est donc l'arrivée du sida à New York dans les années 80. Et Tony Kushner, qui est un grand écrivain et qui est quelqu'un qui est vivant, c'était pour moi très important. Il écrit d'ailleurs des scénarios avec Spielberg, enfin je pense que c'est quelqu'un dont vous avez dû entendre parler. Et il a émis comme axiome, si vous voulez, que le rôle principal jouerait 3 rôles d'hommes et 3 rôles de femmes. Que je trouve merveilleux, au début des années 80, d'avoir cette ouverture d'esprit. Donc je me suis retrouvée à jouer un rabbin, un médecin et un général de l'armée soviétique. Et puis 3 femmes. Et je pense que pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, pour les étudiantes, les lycéennes, c'est assez formidable de s'emparer de rôles comme ça. Et puis on vit une époque qui, si je ne me trompe, est aussi beaucoup interrogée au niveau du genre. Qu'est-ce que le genre? Est-on binaire, non binaire, etc. Et je me suis dit, du coup, ça peut donner matière à réflexion, à débat, enfin
à tout ce qu'on veut, quoi. Donc j'ai choisi ces 3 pièces-là en étant persuadée que les professeurs et les lycéens pourraient avoir accès au spectacle filmé. Voilà. Alors après, Patrick Laudet était très heureux de ce choix-là et je lui ai dit mais je ne suis pas rémunérée pour ça et j'ai pas envie de l'être d'ailleurs, mais je voudrais savoir qu'est-ce que je peux faire moi, parce que c'est quand même un honneur, c'est un très grand bonheur. Que faire? Il m'a dit ce qui serait formidable en fait, c'est que vous écriviez un petit texte, une petite brochure qu'on pourrait donner à nos professeurs. Bon. Et puis avec ces enseignants, ces 3 enseignants, j'ai eu à chaque fois 3 heures d'entretien sur Suzanne, 3 heures d'entretien sur Phèdre, et pareil pour Angels. Et on s'est dit tout d'un coup, mais est-ce que tout ça ne vaudrait pas le coup d'être publié? Et Actes Sud, dans la personnalité de Claire David, vient me voir et me dit, Dominique, si vous vouliez écrire, vous, le tout début de la vie et jusqu'au premier contrat, on pourrait ensuite peut-être publier les entretiens que vous avez eus avec les professeurs. Alors j'ai dit, ah bon? En fait, j'avais envie d'écrire depuis que j'ai 18 ans, je crois, mais j'ai très tôt compris que j'étais ni Marcel Proust, ni Marguerite Duras. Mais tout d'un coup, ça m'a donné l'occasion, si vous voulez, de revenir en arrière, sur mon passé, mon parcours, qui est une chose que dans la vie je ne fais pas spécialement. Je suis pas trop nostalgique ni mélancolique, donc regarder en arrière c'est pas mon truc. J'essaye plutôt toujours d'être dans le présent et puis avec le français bien évidemment dans le futur aussi. Donc du coup j'ai dû chercher dans les papiers, retrouver les bonnes dates, retrouver des photos, retrouver je prenais des notes aussi dans des cahiers et tout ça. Et ça s'est révélé passionnant. Donc j'avais un rapport très direct avec Claire David qui me disait ça va, ça c'est pas intéressant. Donc elle était très franche dès le début. Donc bon, ça c'est aussi extrêmement utile. Et puis je suis arrivée à la mi-mars avec ce que je lui ai donné, quoi. Voilà. Et elle m'a dit, c'est bon, on publie, le livre va sortir le 16 août. Incroyable. Donc ça a été une aventure passionnante. Je l'ai appelé chantier parce que j'avais fait de l'architecture pendant 2 ans. Aussi parce que je pense que travailler un rôle, c'est juste un joyeux chantier qui parfois peut se révéler douloureux. Et puis, c'était un hommage dissimulé à notre prix Nobel de littérature qui est Annie Ernaux. Et je pense que vous devez connaître Annie Ernaux ou en avoir entendu parler peut-être. Voilà. Donc, après, il y avait une virgule et ensuite, il y avait le « je » pour... le « je », c'était le « jeu », quoi. Et Claire David a accepté le titre tout de suite. Ce qui m'a donné beaucoup de confiance. On a choisi d'abord le titre, et puis ensuite, la chose s'est déroulée. Après, il y a eu le choix des photos, et je dois dire que c'est la première fois que chez Actes Sud, je vois un supplément photo aussi réussi, parce que les photos sont vraiment très très belles. Et voilà, et maintenant, je suis au boulot pour 24-25, donc... moi, je leur ai dit, ce qui m'intéresserait, c'est d'aller dans les classes, parce que si je reste au français et que je bouge pas de Paris, je vois pas l'intérêt. Moi, je viens quand même de la province aussi, je peux pas l'oublier. Alors, Actes Sud m'organise des rendez-vous en librairie. Mais en fait, ce que je préfère, c'est ce que j'ai fait à Nanterre, quand j'ai rendu hommage à Patrice Chéreau, c'est faire venir les lycéens et les étudiants au théâtre, dans un théâtre, de façon à ce que toutes les questions soient possibles, rassembler le plus de monde possible, et pas forcément aller dans une librairie, ce qui évidemment, sur un plan commercial, est beaucoup plus intéressant pour Actes Sud. Voilà. Mais c'est vrai que le théâtre, c'est quand même le lieu de la parole, quoi. Donc on peut à la fois tout dire et tout échanger. Donc ces 2 années à venir, ça tombe plutôt bien parce que avec Tartuffe, je tourne en province, mais avec La Douleur, je tourne aussi.
Par exemple, là, je vais tourner jusqu'à fin mars. Je vais à New York, imaginez-vous. Et je vais à Montréal. On joue pas beaucoup, je joue 2 fois, à chaque fois 2 fois, mais c'est inouï. Et puis, le plus beau rendez-vous que j'ai, c'est au Piccolo Teatro di Milano, qui est le lieu où Chéreau a fait son apprentissage avec Giorgio Strehler. Donc, bon, s'il est là-haut, j'espère qu'il est content. Et puis après, je laisserai un peu reposer la douleur et puis on verra pour la suite. Mais je continuerai comme ça, d'être dans la France le plus possible et d'être sur le terrain le plus possible aussi. Parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que la transmission soit faite en direct, en fait. Voilà. Voilà, j'ai une question de la part de Marie, qui est une élève en spécialité théâtre, qui vous a vu et qui vous a vraiment a été bouleversée par le spectacle de la douleur. Elle voulait savoir comment vous vous êtes attaché à ce texte. Ah. Et moi, je vais rajouter une autre question. Est-ce qu'il y a des textes qui vous accompagnent autres que celui de Marguerite Duras? Je pense que le texte de la douleur m'accompagnera jusqu'au bout. Et j'aimerais beaucoup pouvoir le jouer jusqu'au bout si physiquement si physiquement la chose est possible. Et il y a d'autres textes. Il y a un texte qu'on m'a offert au tout début de ce métier qui s'appelle Lettre à un jeune poète de Rilke, qui est un texte qui m'accompagne toujours. J'ai aussi un texte un livre que je vous recommande, qu'on peut commander en librairie, bien sûr. Je vais pas faire de la pub pour qui vous savez. C'est un livre complètement autobiographique et magnifiquement écrit par Maria Casares. Et c'est un livre qui s'appelle Résidente privilégiée, où elle raconte de sa naissance jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, dans un français d'une beauté absolument incroyable, alors qu'elle était espagnole et qu'elle a débarqué en France, je pense qu'elle avait 16 ou 17 ans. Ça, c'est des textes qui m'accompagnent franchement très régulièrement. Mais aussi, je pourrais dire des textes de Lars Noren, puisque j'ai eu la possibilité de le rencontrer en direct au Français. Enfin, voilà, ça c'est les premiers textes auxquels je pense. La douleur, en fait, je raconte la genèse. En fait, après Phèdre, ce que j'explique dans le livre, c'est que je n'ai plus aucune proposition de travail, ni dans le cinéma, ni dans le théâtre, ni dans la télévision. C'est-à-dire que je me suis retrouvée retour à la case départ, ce qui était quand même d'une grande violence parce que j'avais fait au cinéma une trilogie de Lucas Bellevaux qui s'appelait Un couple épatant, Cavale après la vie. Et puis Phèdre, je l'avais joué pendant 5 mois, c'était un énorme succès. Enfin, a priori, tout était incompréhensible. Voilà. Et je suis tombée dans une dépression assez grave dont je suis parvenue à me sortir grâce à l'hôpital et grâce à des médecins. Et la première personne que j'ai appelée au secours, une fois remise, ça a été Patrice Chéreau. Et je pense qu'il a compris assez vite l'état dans lequel je me trouvais. Donc il m'a dit, écoute, ce qu'on devrait faire tous les deux, on devrait faire une lecture tous les deux. On lirait un texte tous les deux, sur scène. Je lui dis oui, ça serait merveilleux parce que j'étais persuadée que je pourrais plus jamais remonter sur un plateau de théâtre. Il me dit oui, ça serait formidable. Et je voudrais qu'on soit regardé par un chorégraphe danseur que j'aime beaucoup qui s'appelle Thierry Thieu-Niang. Je suis formidable. Il me dit alors tu vas lire des choses, tu vas lire des textes, moi aussi je vais lire des choses, Thierry aussi, et on va finir par trouver, et puis on va mettre ça en place très vite. Et en fait, le premier à trouver et le premier à proposer, c'est Thierry, et Thierry nous propose La douleur, qui est un texte que moi je ne connais pas du tout. Chéreau n'aime pas Duras. Bon, pas grave. Elle est venue voir le spectacle de Per Gynt et elle n'a pas aimé. Bon, donc Patrice n'aime pas tellement Marguerite Duras. C'est pas grave.
moi, je lis le texte, j'appelle immédiatement Chéreau et je lui dis, mais c'est magnifique, c'est ce qu'il faut faire. Il me dit, je pense la même chose. Donc, il a fait un montage où nous sommes deux. Donc, moi, je ne joue pas Marguerite Duras, mais je joue M. Et lui, il joue D. Donc, l'histoire, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, d'une femme en avril 1945 qui attend le retour de son mari, qui est un grand résistant, qui est déporté et qui va être sauvé, entre autres, par François Mitterrand. Et elle l'attend en compagnie d'un autre homme, qui est un homme qu'elle épousera plus tard, qui est Dionys Mascolo. Le premier étant Robert Antelme. Et on fait ça. On se retrouve à Genève et on fait ce montage avec Thierry. Donc il y avait une table, des chaises, et tout se passe bien. Et moi, je dois dire que j'arrive à retrouver le plaisir du plateau, la présence du public, enfin tout ça. Et puis un jour, on fait ça à Reims et la personne avec qui je vis me dit, mais tu sais, en fait, tu te trouves... c'est l'histoire au fond d'une femme qui est seule chez elle, bon, en l'occurrence Duras, rue Saint-Benoît, qui attend le retour de son mari, mais au fond, c'est un monologue. Mais tu devrais demander à Chéreau qu'il te mette en scène dans ce monologue. Ah, je dis, ouais, c'est une idée fantastique. Donc, au retour d'une lecture comme ça, on remonte les escaliers pour aller dans les loges avec Chéreau, et je lui dis, écoute, je vais te poser une question, mais prends le temps de réfléchir, ne me réponds pas maintenant. Alors d'accord, je lui pose la question, il me dit, ok, je réfléchis. Et 2 jours après, je reçois un mail. Bon, alors moi, je suis très maladroite dans le domaine du numérique, donc j'ai perdu toutes mes communications avec lui, hélas. Mais je reçois ce mail où il me dit, écoute, c'est d'accord, on fonce, on le fait. Donc je vais faire ce montage pour une personne qui sera très différent du montage qu'on a fait pour 2. Et puis j'ai trouvé un petit festival à Gijón en Espagne, festival de théâtre de qualité avec des gens que j'aime beaucoup et tout ça. On va faire ça. Bon, d'accord. Alors, en fait, c'est très difficile de répéter parce que Chéreau est en tournage avec Persécution et Thierry Thioniang est un danseur et chorégraphe qui travaille énormément. Donc, bon, je me retrouve beaucoup toute seule avec le texte. J'apprends le texte qui est très difficile parce que Duras, c'est très dur à mémoriser. Et puis, on arrive à Gijón, on va dire, une semaine avant la représentation. Et pendant une semaine, on travaille comme des fous. On répète avec juste, cette fois, une table, une chaise. Et puis, le montage a été fait par Chéreau, mais il a aussi fait la scénographie. Il y a une série de 6 ou 7 chaises. Voilà. Et le samedi arrive. Et le samedi après-midi, on répète. Et normalement, il y a le samedi soir. Et le samedi, entre l'après-midi et le soir, j'ai un tel trac que je me dis, en fait, je vais m'en aller. Je n'y arriverai jamais. Donc, je vais rien dire à personne. Je vais dire que je vais m'acheter un sandwich et je vais partir. Parce que je ne suis pas capable de retourner sur un plateau. Et je pense que Chéreau s'en est douté. Alors, il me dit, tu manges un truc? Je dis, oui, je vais aller m'acheter un truc. Ah oui, non, bah laisse tomber, Thierry va y aller. Oh ben non, j'aimerais bien... non, finalement, j'étais coincée, quoi. Donc la représentation a eu lieu, c'était devant une centaine de personnes. J'avais dit à Patrice, il faut que je te voie dans les coulisses parce que sinon je vais perdre espoir. Et il était exactement dans cet axe-là et chaque fois que je le voyais, je me regonflais d'énergie. Et finalement, devant le bouche à oreille, le succès et tout ça, j'ai joué cette pièce, c'est devenu une pièce, pendant 3 ans. Alors, pas tous les soirs, évidemment, mais je l'ai jouée en France, à l'étranger, surtitrée. Je sais même pas le nombre de fois où je l'ai jouée. D'ailleurs, il faut que je me renseigne là-dessus parce que je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai fait ça pendant 3 ans et je n'ai fait que ça. Et j'ai adoré ça. Voilà. Et puis, 14 années ont passé et puis Chéreau est mort
Ça fera 10 ans, ça fait 10 ans, hein, en octobre 2003. Et je me suis dit que pour lui rendre hommage, la meilleure chose pour moi, c'était de reprendre la douleur et de retourner sur le lieu où je l'avais connu, c'est-à-dire le TNP de Villeurbanne, où j'ai débuté avec Per Gunt et où je l'ai rencontré, qui était une façon pour moi aussi de retourner à mes racines, puisque je suis lyonnaise. Et donc, 14 ans après, je suis repartie. J'ai donc joué, je me rappelle plus, à Villeurbanne 3 semaines, je crois, ou 15 jours, je sais plus. Et puis après, je suis repartie sur les routes. Et puis en mai-juin, je suis repartie aussi sur les routes. Et puis là, en janvier, je vais repartir à nouveau. Je pense qu'après le piccolo, je vais faire une pause. Et puis j'y retournerai parce que le montage est extrêmement intelligent, mais en plus, Marguerite Duras enfin, elle est visionnaire quelque part parce qu'elle nous parle de l'Europe. Et quand je le jouais il y a 14 ans, bon, bien sûr, on évoquait la Shoah, les camps de concentration, etc. Mais comment dire, l'Europe était là. Or, depuis 2 ans, l'Ukraine est en guerre, donc on est impliqué. Et quelque part, on est en guerre aussi. Malheureusement, en tout cas, on peut se dire qu'on va peut-être l'être. Mais c'est tout proche, quoi. On a joué Tartuffe en Hongrie au mois d'octobre. Et en fait, la Hongrie, l'Ukraine, frontière commune, quoi. Donc, les gens qui voient la douleur maintenant me disent, mais il y a une résonance sur un plan historique encore plus grande qu'il y a 14 ans. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Oui. Vous parliez justement du trac et aussi des textes qui vous ont porté. J'aurais voulu savoir en fait quelles étaient vos méthodes de travail. J'imagine que cela doit changer en fonction des metteurs en scène, des processus de création. Mais vous, personnellement, quel est votre rapport au texte, au personnage, au théâtre vraiment quelle est votre cuisine à vous quand vous commencez le travail ? Je peux pas vous donner tous mes secrets. Bien sûr. Sinon, je bosserais plus, moi. C'est ça le problème. Non, en fait, je le raconte dans le livre et puis je vous le dis volontiers. Le fait d'avoir commencé que mon premier contrat professionnel vraiment, ce soit Per Gunt, ça veut dire que j'ai commencé donc avec Chéreau. J'ai eu cette chance. Donc, si vous voulez, ma méthode de travail a découlé de la sienne. Or, c'est quelqu'un qui travaillait considérablement, que ce soit au cinéma, au théâtre ou à l'opéra. Je crois qu'il n'y a que ça qui l'intéressait. Il partait très rarement en vacances. En vacances, il s'ennuyait terriblement. Donc, il y a déjà ce goût du travail qui m'a donné, ce goût de l'effort, et puis le goût de la recherche. Donc, moi, quand on me propose un rôle, par exemple, là, on m'a proposé quelque chose pour 2015. Bon, je peux pas vous dire ce que c'est encore, parce qu'au français, on peut pas tout dire, mais je peux vous dire que c'est Tchekhov. Et Tchekhov, c'est mon auteur préféré. Donc, je peux pas vous dire comme j'étais heureuse. Ben, je vais commencer à travailler maintenant. Par exemple, j'ai acheté un truc que je vous recommande qui s'appelle, toute sa correspondance dans la collection bouquins, qui s'appelle Vivre de mes rêves. On a des lettres à Olga Knipper qui sont absolument merveilleuses, bien avant qu'il ne vive avec elle, évidemment. Hein. Mais où il lui dit, alors elle se plaint que ça ne marche pas, que ça ne va pas. Alors, il lui dit, vous savez, il faut toujours garder le cap. Il faut garder le cap artistique parce qu'il y a des soirs où c'est pas bon, il y a des soirs où on n'est pas bon. Il y a même des mois qui sont pas bons. Il y a même des saisons qui sont ratées. Alors, quand on lit ça, on se dit, ça nous donne quand même beaucoup de courage. Donc, moi, je vais certainement commencer à m'intéresser à l'auteur, ça c'est sûr, parce que j'ai le goût du texte. J'aime énormément ça. Ça m'a été donné par Chéreau et aussi par tous les gens avec qui j'ai travaillé par la suite. Donc ça, le rapport avec le texte, il est, comment dire, il est presque physique, enfin, il est fusionnel. J'aime la langue du français, profondément. Alors, maintenant, il y a des metteurs en scène et des metteuses en scène qui font beaucoup d'improvisation et puis qui tricotent, vous voyez. Par exemple, j'ai joué
Vania, mis en scène par Julie Deliquet. Elle a fait une adaptation, c'est-à-dire qu'elle nous a fait faire des impros pendant 2 mois et nous avons tricoté ça avec les rôles de Vania. Et moi, je faisais la mère de Vania, Maria Egorovna. Donc, il y a la langue, bien évidemment. Si je joue une pièce qui est en langue étrangère, je vais m'intéresser à la traduction. Il faut que la traduction soit excellente. Si la traduction n'est pas bonne, c'est mort. Le spectacle vivra quand même, mais c'est mort. Pour moi, c'est mort. J'ai joué la Locandiera dans une très mauvaise traduction de Goldoni. Bon, évidemment, la pièce fonctionnait parce que la pièce est merveilleuse, mais la traduction n'était pas bonne du tout et je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je m'en suis rendu compte en jouant tous les soirs, que c'était pas du bon français, que c'était mal traduit, etc. Donc, vous voyez, il y a la langue, il y a l'auteur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, toutes les pistes vont être possibles, c'est-à-dire, je vais regarder ce qui se passe en peinture à cette époque-là, mais ça peut résonner avec une expo qui est à Paris d'un peintre contemporain. Je vais chercher dans le domaine du cinéma. Bon, en plus, avec Internet, maintenant, c'est extraordinaire. On a accès à tout, quoi. Par exemple, Gallica, qui me donne accès à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Donc, si vous voulez, c'est une partie qui, moi, m'intéresse beaucoup, la partie de la recherche, où, au fond, on est tout seul. Parce que le metteur en scène prépare son affaire. Les partenaires, on ne sait pas du tout comment ils vont être. Bon, maintenant, je suis au Français, donc je les connais, mais il y a encore des gens au Français que je ne connais pas. Parce que je pense qu'on ne connaît les gens que quand on travaille avec. Ça, c'est mon point de vue, hein. Si j'ai pas travaillé avec eux, je sais pas qui c'est en fait. Je peux avoir des rapports de politesse et de gentillesse, mais je ne sais pas. Il faut que ce soit le plateau qui nous rassemble pour que je sache vraiment comment travaille la personne. Donc après, il va y avoir l'approche des costumes, et là c'est très intéressant aussi. Est-ce que bon, au Français, on a un atelier costume qui est vraiment exceptionnel. On a un atelier femmes, un atelier hommes. Bon, c'est des gens dont c'est la passion, si vous voulez. C'est aussi le grand avantage du français. On est très, très, très privilégié quand même. Donc ça, je me rends compte. Donc j'en profite. Si c'est pour le cinéma, les costumes, ça va être très important. Parce que c'est probablement là que le metteur en scène va un peu dévoiler ses secrets à lui, justement. C'est-à-dire... qu'est-ce qu'il veut comme coiffure, qu'est-ce qu'il veut comme maquillage, qu'est-ce qu'il veut comme... si c'est les costumes d'époque, etc., si c'est la Reine Margot ou si c'est un téléfilm contemporain, vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je prends des notes, beaucoup. Je suis une élève très appliquée. Et en répétition, je note aussi, toujours. J'écris beaucoup sur les brochures, beaucoup au crayon de papier. Au français, il y a une chose qui revient régulièrement, c'est des reprises. Donc, par exemple, Britannicus, on a repris le spectacle à 3 reprises. Quand on reprend le spectacle, on a juste une petite semaine de répétition. Donc, moi, j'ai tout de suite recours à mes brochures. Je relis mes notes. Je vois ce que je peux améliorer, parce que le temps a passé. J'essaye de gommer ce qui m'a pas plu, là où je me suis trompée. Enfin, si vous voulez, en fait, le processus du travail ne s'arrête jamais. C'est ça qui est extraordinaire au français. C'est que vous êtes toujours... en état, entre guillemets, de création, finalement. Parce que vous pouvez répéter l'après-midi, jouer le soir, jouer tous les week-ends. Alors physiquement, évidemment, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas du tout dans quel état physique je serai dans 2 ans et demi, mais il faut avoir une bonne santé, ça c'est sûr. Physiquement, il faut avoir une bonne santé parce que c'est très intense. Mais voilà, en gros, mes pistes, si vous voulez, oui, c'est un jeu de pistes en fait. Vous voyez, c'est recherché dans tous les domaines. Alors, il y a des partenaires avec qui vous allez pouvoir partager ça, parce que eux, ils aiment bien partager aussi. Et puis, il y a des partenaires qui vont être plus secrets et qui, eux, vont chercher, mais sans avoir envie forcément d'en parler. Donc, il faut respecter comment dire, la règle de chacun, en somme. Vous voyez ? Donc, en fait, si j'ai bien compris, vous avez tout ce temps personnel de rentrer dans le texte, de l'univers de l'écrivain, de l'auteur, pour vous familiariser de 1000 façons. Et alors, du coup, je me demandais, est-ce que,
pas besoin de parler, on parle de technique d'acteur, vous savez. Est-ce que par contre, ça vous est arrivé d'arriver sur un plateau et de vous dire, mais en fait, ce travail-là, ça me perturbe. Je sais pas comment expliquer que tout d'un coup, la façon de travailler du metteur en scène ou de l'équipe était violentée d'une certaine façon, ce que vous aviez déjà un petit peu construit. Je sais pas, c'est peut-être... Oui, je comprends. Mais je vais vous prendre un exemple très concret. C'est Tartuffe. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que Ivo Vanov, j'aurais dû me renseigner, mais je ne me suis pas renseignée. Il faut anticiper souvent. Hein. Et donc j'apprends, mais au dernier moment presque, que le premier jour de répétition, vous répétez en costume, maquillé, microté, texte su. Vous voyez ? Et vous répétez sur le plateau de Richelieu. Vous n'êtes pas en salle de répétition. Parce que lui, il veut absolument avoir le plateau. Donc vous répétez de 13h à 17h. La pause pipi, ça sera 2 minutes et demie, pas 3. Et vous bossez, vous bossez, vous bossez. Pour moi, c'était tout à fait nouveau. J'avais des problèmes de fatigue et j'avais des problèmes de texte parce que j'avais du mal à mémoriser Dorine. Et le premier jour de répétition, je me rends compte que à l'orchestre, il y a plus de monde que sur le plateau et je n'ai jamais vu autant d'ordinateurs. Mais c'est sa façon de travailler. Donc, je la respecte ou je m'en vais, voyez. Et pour moi, ça va être très dur pour une raison très simple, c'est que je suis extrêmement fatiguée et que je vois bien que ce qu'il veut, c'est qu'on fournisse tout de suite. Et moi, ça, je ne sais pas le faire. Moi, j'ai besoin de temps. J'ai toujours eu besoin de temps. Je ne suis pas... Enfin bon, au cinéma, oui, mais parce que c'est le cinéma ou la télévision. Mais au théâtre, non. Il faut que j'ai du temps pour respirer aussi. Et en même temps, le soir, je jouais, etc., etc. Donc physiquement, je crois que déjà, j'étais pas en bonne forme. Et du coup, je suis peut-être un peu passée à côté de ce grand artiste qui est Ivo Vanov. Et puis, au bout d'un moment, si vous voulez, je suis tellement fatiguée que je me dis... en plus, lui, il est assez comme ça... il va droit au but, je veux dire. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de au revoir. C'est comme ça, quoi. Faut le prendre comme ça. Et un jour, je rentre chez moi et je suis tellement épuisée et je dis, je vais m'en aller, en fait. Physiquement, je n'y arriverai pas, je vais m'en aller. Et mon homme lumière me dit, quoi, quitter un spectacle, partir, mais t'as jamais fait ça de ta vie. Et tu vas faire ça au français, sur une pièce classique et en plus une pièce de Molière, c'est pas possible. Bon, alors je me cramponne et je suis sauvée, Dieu merci, par le Covid. Parce que le virus frappe si fort qu'Éric Ruff va fermer la Comédie Française carrément entre Noël et le jour de l'an. Voilà. Donc je vais avoir une semaine pour dormir, apprendre le texte vraiment bien et j'arrive en janvier, je peux vous dire que je suis au taquet. Alors, il ne donne pas de notes, Ivo, parce que bon, il travaille comme ça, voilà. Moi, j'adore les notes. Bon, il ne donne pas de notes, donc je me dis, c'est pas grave. Je vais faire 100. Donc, il faut que je fasse mon parcours sur le plateau toute seule. Alors, il y a l'assistant, je prends rendez-vous avec le premier assistant à 10h du matin pour un café. Et le premier assistant arrive, il s'assied, puis il me dit tu sais, Ivo aime beaucoup ce que tu fais. Je lui dis je m'en fous complètement. Ce que je voudrais savoir, c'est mes déplacements physiques, parce que ça, c'est très important chez lui, au niveau des lumières, du son, etc. Le décor est somptueux. C'est son ami qui fait le décor. Les lumières, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est une boîte à rêves, quoi. C'est extraordinaire. Donc, il me donne tous mes déplacements. Je lui dis, OK, on va faire des filages. Donc tu peux prévenir Ivo, il y a des choses que je vais faire qui peut-être ne lui plairont pas, mais j'espère qu'il me les dira et on verra bien. Et donc le mercredi, on commence les filages et je respecte tout ce qui a été construit et puis j'ai des intuitions. Donc je fais mes intuitions. Et je vais voir Laurent après et je lui dis alors, il me dit écoute, il a rien dit. Ça veut dire qu'il est d'accord. Et j'ai avancé comme ça jusqu'au samedi. Et le samedi, la Comédie Française n'a peur de rien. On était filmés en direct par Pathé Live. Il y avait 4 caméras
au rez-de-chaussée, vous voyez, enfin à l'orchestre, quoi. Mais là, je peux pas vous dire à quel point on était mort de trac, quoi. Donc ils étaient venus repérer la chose le jeudi, il y avait des caméras partout. Le jeudi, ils nous suivaient même dans les toilettes. Je me suis dit, à un moment, c'est pas possible, ça va s'arrêter. Et le samedi soir, on était tellement transis de peur qu'on s'est dit, bon, advienne que pourra, quoi. C'est du délire. Voir ces caméras, être filmé en direct, projeté dans des salles de cinéma en direct. Enfin bon, pas possible. Donc là, la distribution, elle a fait comme ça. C'est-à-dire solidaire, quoi. Solidaire et solide. Et pourquoi ce spectacle tient? Parce que Ivo Vanov a réussi cette boîte à rêves incroyable. Dès qu'on entend la musique, nous, on est comme ça, on démarre à fond les mains, mais tous, à la fois les techniciens, à la fois les comédiens, et on emporte le public de façon incroyable. Enfin là, 1200, mais à Lyon, on a joué à Lyon, à Fourvière, bon, plus c'est chez moi, mais on a joué devant 2000 personnes, en plein air. Et moi, je me disais, mais ça va pas marcher du tout en plein air, c'est quelque chose de tellement confidentiel et tout ça. Pas du tout. Ça marche du feu de Dieu en plein air. Et ça marche encore mieux. Ce qui fait que quand on a joué à Lyon, je crois qu'on a joué 5 fois, un soir, la pluie est tombée, quoi. Et on jouait sous la pluie. Les gens de Fourvière, ils ont l'habitude, ils ont des caouets et tout le public a l'habitude de ça. Et nous, tout d'un coup, on s'est mis à apostropher le ciel, Dieu, les étoiles et tout ça. On était déchaînés, en fait. Mais vraiment déchaînés. Et on n'avait pas bu, on n'avait rien pris, enfin, vous voyez. Mais juste le fait de jouer en plein air. Et puis, toujours pareil, la boîte à rêves d'Ivo, quoi. Or, lui, il a anticipé tout ça. Il le sait déjà. Il revient pas pour les répétitions, d'ailleurs, parce qu'il il a déjà 4 pièces d'avance. Il vit à New York, il vit à Amsterdam, on ne sait pas où il est, il travaille dans le monde entier. Mais ça a été une très grande rencontre. Et j'ai failli le louper, vous voyez. Donc, quand c'est différent, et quand ça ne correspond pas à votre mode d'emploi, il faut accepter aussi, en fait. Je pense que c'est important. Alors, je voudrais revenir à votre collaboration avec Chéreau et à une pièce qui n'a pas été filmée pour le coup et qui est au programme de l'ENS, donc pour les étudiants de prépa, c'est Les Paravents de Genet, et qui est une pièce qui est terrible. Quand on la lit, une multitude de possibilités s'ouvrent. C'est une pièce qui est politique, mais pas que, surtout, enfin, ce serait dommage de la réduire aux politiques. C'est une pièce qui est poétique, ça part dans tous les sens. Et alors, comment ça a été de travailler cette pièce-là? Je crois que les réactions du public aussi étaient assez fortes. C'était un contexte aussi assez bouleversé. Comment ça a été le travail sur cette pièce-là et quelle a été un petit peu la façon dont vous avez, vous et dont Patrice Chéreau a appréhendé cette pièce? Parce qu'il faut faire des choix quand on porte sur scène, et sur cette pièce, c'est extrêmement difficile. Vous savez qu'Arthur Nosiciel l'a montée, là. D'accord. On a commencé comme d'habitude, je dirais, avec Chéreau, c'est-à-dire par une immense lecture. Donc on s'est retrouvés à Nanterre, la table était immense parce qu'on n'était pas moins de 40 comédiens venus un petit peu du monde entier d'ailleurs. Il y avait une comédienne qui venait d'Algérie, une autre comédienne qui venait du Brésil, Tatiana Moukine venait de Russie. C'était une espèce de tour de Babel assez improbable. La chance que nous avions, c'est qu'il y avait Maria Cazares. Voilà. Et Maria Cazares avait été là à la création, donc au théâtre de l'Odéon, où les fauteuils avaient été carrément démontés, les gens s'étaient battus. Enfin, c'est une pièce, pour ceux qui la connaissent pas, pardon, c'est une pièce sur la guerre d'Algérie qui a été écrite par Jean Genet, grand auteur et grand poète. Donc, ce qui était formidable, c'est que Maria, quand on faisait ses lectures, nous a raconté la violence des événements à cette époque-là, qui avait été mis en scène par Roger Blin, je crois, hein, c'est ça. Donc, on s'est attribué le texte. En même temps, c'est une pièce qui est très longue. Si on la monte dans son entité, je pense que ça aussi, ça doit faire 6 ou 7 heures. Enfin, c'est un monstre un peu, hein, pièce monstre. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des premières coupes.
Voilà, et on a commencé à répéter en salle de répétition, mais on a très vite été sur le plateau. Et le plateau, c'était un décor de Richard Peduzzi, grand collaborateur évidemment de Chéreau, grand artiste aussi, qui a dessiné un vieux cinéma, on aurait dit un vieux cinéma de Barbès abandonné. Et ça, déjà, c'était très très beau et c'était assez audacieux. L'idée a été reprise plus tard par Christophe Honoré à l'Odéon d'ailleurs. Et il a décidé d'installer les Occidentaux, donc ceux qui ne sont pas algériens, en gros les Français. Il a décidé de les installer dans le dernier rang là de l'orchestre. Donc nous, moi j'étais une petite pute, donc j'étais pas avec les Occidentaux, mais les Occidentaux eux-mêmes étaient comme ça dans le dernier rang, donc mélangés au public complètement. Et en fait, la mise en scène se passait dans la salle. C'est-à-dire les soldats, tout ce qui arrivait de l'extérieur venait du fin fond de la salle. Voilà. Des coulisses venaient uniquement les Algériens, donc Maria Cazares, Laurence Bourdil, Amougraya, tous les Algériens en fait. Et Chéreau s'est rendu compte très tard que malheureusement la pièce était beaucoup trop longue. On était à Nanterre. Certes, il y avait le RER, mais la pièce ne faisait plus de 4 heures. C'était vraiment assez extraordinaire, mais c'était 1000 fois trop long. Donc, la veille de la première, il a coupé le plus qu'il a pu. Il a coupé pas mal dans mon personnage de Jill Mila, justement. En fait, je passais... c'est comme si j'étais passée dans les rangs, là. Et je me cassais la gueule. Et c'était un monologue qui avait été coupé dans la version justement où avait joué Maria Cazares. Donc Chéreau était très heureux de me dire cette partie-là, on va la rétablir. Et puis au dernier moment, il l'a coupée parce que tout était beaucoup trop long. Le spectacle a eu beaucoup de succès, mais aussi il a fait grincer des dents par rapport à la guerre d'Algérie, bien sûr. Donc on a eu des alertes à la bombe. Hein. Donc c'était des alertes que Chéreau prenait très au sérieux. Donc, dans ces cas-là, c'était avant que le spectacle ne commence. Au début, on était terrorisés. À la fin, on prenait l'habitude et on en riait, parce qu'il valait mieux en rire. Et donc, on avait l'habitude de prendre notre sac à main, nos papiers d'identité, et on était sur le parking de Nanterre derrière, en fait. Voilà. Alors, Jean Genet est venu. Ah, ça, c'était extraordinaire. Jean Genet est venu et il avait dit à Chéreau, quand même, c'est long, c'est trop long, il faut couper. Et puis je dis merde tout le temps, c'est pas terrible. Mais en même temps, je crois qu'il y a eu une très belle rencontre avec Chéreau, évidemment. Et puis il y avait une très très belle complicité avec Cazares, parce qu'ils étaient amis. Et je me rappellerai toujours, c'est une anecdote, mais c'était tellement joli. On avait des loges. Moi, j'avais une loge qui était à côté de Maria. On était 4 dans ma loge. Et donc Genet est venu assister à 1 ou 2 filages. Et un jour, au feutre, il a écrit sur la porte de Maria Cazares, « Je t'attends au bar, signé Jean ». Oh, on regardait tout ça en se disant, mince, si on pouvait se retrouver au bar avec Jean Genet. Mais ça serait tellement génial. Et puis, on était beaucoup trop intimidés, en fait. On n'a pas osé le faire. Donc, il a bu un coup avec Maria, mais on n'a jamais su ce qui s'était dit. Mais c'était un très beau spectacle, et malheureusement, c'est vrai qu'il n'a pas été filmé, il n'y a aucune trace. C'est ce qui explique aussi que parfois la jeunesse ne connaisse pas Chéreau, ou ne connaît que la Reine Margot. Ils connaissent au moins la Reine Margot. Mais il y a toute une partie de son œuvre, c'est vrai, qui n'a pas été filmée. Tout ce qu'il a fait au théâtre, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été filmées. Mais quand même, par exemple, à l'INA, on retrouve des extraits du Massacre à Paris, vous voyez. Donc il doit y avoir des traces. Peut-être même qu'il y a des traces à l'INA, justement, des paravents. Il doit bien y avoir un FR3 Nanterre, non? Un truc comme ça. Enfin, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je vous dis ça. Qu'est-ce qui vous passionne tant à être dans la comédie française? L'action.
je ne suis plus dans la pensée, je ne suis plus, comment je pourrais dire, à attendre chez moi que le téléphone sonne ou que mon agent me propose une chose. Je suis dans le présent et je suis dans le jeu. Et c'est bien, parce qu'être dans le jeu fait que je ne suis pas dans le je, moi, je, et ça me va très bien. Vous savez, le français, en fait, c'est l'endroit du monde, enfin en France, où on joue le plus. Pour moi, c'est idéal. Voilà. Mais je ne sais pas du tout combien de temps je pourrais tenir ce rythme, parce qu'il est intense. Vous voyez la comédienne Claude Mathieu qui joue Madame Pernelle, c'est notre doyenne. Elle va partir cette année après plus de 45 années de service. J'aurais jamais tenu le coup si longtemps, moi. Vraiment. Donc, oui, il faut vraiment, physiquement, faut aller bien. Voilà. Mais ce qui est merveilleux, c'est de se voir proposer des rôles auxquels j'aurais jamais pensé. Et c'est ça qui me fait plaisir. J'aurais jamais imaginé qu'Arnaud Desplechin ait envie de travailler avec moi et qu'il me propose le rôle d'un rabbin. Vous voyez, j'aurais jamais... C'est un rêve que j'aurais même pas pu faire, en fait. Donc, m'inscrire dans, comme ça, le paysage du théâtre français en étant la plus belle dame aux camélias ou la plus grande, je ne sais quoi... c'est pas mon truc, en fait. Je crois que ce que j'aime, c'est être dans l'imaginaire du metteur en scène, mais dans les trois domaines, hein, cinéma, télévision et théâtre, c'est-à-dire que on vienne vers moi tout d'un coup pour me proposer quelque chose où je me dis tiens, ça je l'ai jamais fait. Et c'est ça qui me motive et c'est ça qui va m'enchanter. Alors après, ça se passe bien, ça se passe mal, bon ça c'est la vie, hein, c'est autre chose. Mais j'ai eu relativement peu d'aventures malheureuses parce que je me fie beaucoup à mon instinct et je lui fais confiance. Je me suis trompée quelques fois, mais c'était pas si grave. Et puis bon, c'est normal aussi de se tromper. En ayant essayé les deux, vous préférez jouer pour un public dans un théâtre comme hier soir par exemple, ou devant la caméra pour le cinéma? Alors, je dis toujours que la caméra, c'est l'infiniment petit et le théâtre, c'est l'infiniment grand. C'est-à-dire que l'infiniment petit, c'est faire, par exemple, une trentaine de prises où la caméra filme votre œil comme ça et que votre œil. Et il faut éclater en sanglots pendant 8 heures d'affilée, vous voyez. Donc c'est le cinéma, ça. Donc il faut avoir des nerfs bien solides. C'est aussi un milieu qui est particulier parce que le cinéma est une industrie, donc forcément il y a du commerce. À partir du moment où il y a de l'argent, vous avez affaire à des gens qui, comment on peut dire, qui sont de grands financiers avant tout. Donc voilà, ça peut être parfois des artistes, mais pas toujours. Et puis au théâtre, moi ce que j'aime, parce que c'est très concret, c'est que les gens sont là, quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment le présent, mais le présent, par exemple, la première représentation qu'on a faite ici, qu'est-ce qu'on est là aujourd'hui, samedi? Ouais. La première représentation qu'on a faite jeudi, par exemple, on est venu la veille, on a fait un filage la veille, donc un filage sans public. On a vu la très belle salle ici, mais on a vu surtout la très belle salle là-haut. Et on s'est rendu compte que si on n'avait pas le visage un peu, voilà, si on ne leur adressait pas le plus de choses possible, ils allaient partir. Et le soir de la première, là, c'est toujours pareil. C'est pour ça que moi j'adore cette aventure de Tartuffe, c'est que le jeudi, on a tous eu un beau trac et on s'est tous, de nouveau rassemblés, vous voyez, comme ça. Et il y en a qui ont eu des petits pépins de texte, mais on n'a pas fait gaffe, tout allait bien, et on a toujours quelqu'un dans les coulisses, hein, si jamais on a un grand problème. Et ça aussi, ça peut être un problème, le trou de texte.
Ça ne s'est pas produit. Il y a eu des petites erreurs d'Alexandrin, mais personne s'en est rendu compte. Et surtout, ce qu'on a vu la veille, c'est qu'il fallait qu'on joue là-haut, quoi. Parce qu'on joue jamais dans les mêmes théâtres. Si c'était jouer toute l'année à Richelieu toute sa vie, à mon avis, ça serait pas très bon pour le physique ni pour le moral. Mais là, comme le Français organise des tournées, vous vous retrouvez dans des théâtres qui sont complètement différents. La semaine prochaine, on joue à Lorient, moi je connais pas, je n'ai jamais joué là-bas. La semaine d'après, on joue à La Rochelle, moi je connais, je sais que c'est une très très belle salle, la Coursive, je la connais, donc je suis très contente de la retrouver. Mais c'est pareil, c'est une salle de 1200 personnes, vous voyez, mais il n'y a pas le balcon comme ça. Donc à chaque fois, on arrive la veille, on fait un filage la veille. Il n'y a personne. Mais nous, on est maquillés, coiffés, habillés, et on fait le filage. Et je pense que pour l'Alexandrin, c'est indispensable. Parce qu'on a besoin de repasser par l'Alexandrin, qu'on a laissé tomber parce qu'on a fait autre chose, qu'on a joué autre chose, qu'on a tourné autre chose, qu'on est tombé malade, enfin bon, la vie, quoi. En fait, on a commencé à répéter le Tartuffe. Avec le Covid, on a commencé à le répéter en 2019. Vous imaginez ? Et on est en 23, et peut-être qu'on reprendra la pièce dans 2 ans, j'en sais rien en fait. J'en sais rien du tout, c'est Éric Ruff qui va décider de ça. Alors quand le décor au Français est détruit, ça veut dire qu'on ne reprendra plus jamais la pièce. Bon, donc là, il faut faire son deuil. Britannicus, je sais que je ne le reprendrai jamais. Ou alors dans une autre mise en scène, mais ça sera autre chose. Mais le décor de Tartuffe, pour le moment, ne sera jamais détruit. Donc je continue d'espérer. Voilà, parce que on aime tous cette chose, quoi. C'est le grand talent d'Ivo Vanov, c'est que la mise en scène tient de façon incroyablement forte, pardon. Et cette musique qu'a composée Alexandre Desplat, qui a eu je ne sais combien d'Oscars, c'est une musique, c'est comme un opéra rock, voyez. Donc dès que la musique démarre, nous on sait déjà, on est parti, quoi. Quand Christophe est sous la couverture, qu'il y a un peu de fumée et qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ce bazar, nous, ça y est, on est parti dans ce voyage en fait. Oui, je voulais vous revenir sur la notion de parcours, parce que c'est notre programme, pardon, mais surtout ça m'intéresserait de savoir comment finalement les rôles se nourrissent les uns les autres, parce que vous parlez surtout finalement de ce qui est nouveau dans chaque expérience, presque comme si c'était la première, et c'est très beau de vous entendre parler comme ça, des recherches et de justement cette recherche de nouveautés, de nouveaux metteurs en scène. Mais est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un petit mot sur la façon dont les rôles finalement enrichissent peut-être le rôle d'après? Ah oui. Ah. Mais si vous voulez, je crois que chaque rôle n'en finit pas de me construire. Parce que chaque rôle va m'inspirer et finalement rester à l'intérieur de moi. Alors, au niveau des textes, n'attendez pas de moi que je rejoue Phèdre, je n'en serais pas capable. Mais si je prends un petit classique, je ne sais où, la tirade va se dérouler automatiquement. Mais je crois que chaque rôle va m'imprégner. Par exemple, dans Maison de poupée, le rôle de Nora, qui a été mis en scène par Deborah Warner, qui est un des rôles féminins les plus beaux que j'ai joué, avec cet auteur exceptionnel qui est Henrik Ibsen, qui a écrit pour les femmes des rôles absolument exceptionnels, comme plus tard Strindberg, comme plus tard Ingmar Bergman ou Lars Noren, si vous voulez. Nora, c'est un rôle qui m'a donné et apporté tellement de courage, parce que ça se passe en une nuit. Donc c'est l'histoire d'un couple qui a 3 enfants. Elle a monté tout en cachette et en secret tout un processus pour réparer une dette de son mari. Je crois que c'est comme ça. C'était il y a longtemps pour moi. Et en fait, c'est une femme qui, à la fin de la pièce, donc en 1800 et quelques, donc c'est tout à fait révolutionnaire, va quitter son mari et ses enfants. Et quand j'ai joué la pièce à l'Odéon, il y a maintenant, 1997, donc ça fait du temps, certaines femmes venaient m'attendre à la sortie et me dire, vous savez, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, une femme qui quitte son mari et ses enfants, enfin c'est différent aujourd'hui, mais
en 97, elle m'a dit ça ne change pas. C'est elle la coupable, de toute façon. Maintenant, je crois que les mentalités ont évolué. Mais c'est une pièce qui a fait évidemment terriblement scandale. Et moi, j'ai adoré défendre ce personnage. J'ai trouvé vraiment que là aussi, le texte était très beau. Là aussi, la traduction était remarquable, très bien traduite, par une toute petite dame qui ressemblait à Mamie Nova, mais qui était toujours à l'orchestre, comme ça, à l'Odéon, prête à tout modifier en direct avec ce que Déborah pouvait lui demander. La traduction était très contemporaine. D'ailleurs, je crois que beaucoup de gens s'en inspirent maintenant. Et oui, finalement, un rôle va nourrir le rôle d'après, si vous voulez. Donc, au bout d'un moment, il y a de la matière humaine au fond de soi. Et tout ça est en écho à l'intérieur de soi, mais je pense pour chaque comédien et pour chaque comédienne finalement. Peut-être davantage évidemment au théâtre, parce que au théâtre, oui, les auteurs ont souvent plus de talent qu'au cinéma, quoi. Parce qu'au cinéma, moi je reçois des trucs, je peux pas vous dire, ça vous tombe des mains, quoi. C'est plus que ras de terre, enfin c'est vide, c'est creux, c'est nul, ça raconte rien, c'est... Ah oui, oui. Il faut pas faire. Enfin, moi, en tout cas, j'y vais pas. Non, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment Enfin, j'ai eu cette chance, aussi, parce que, si vous voulez, quand vous démarrez avec Chéreau, c'est une chance majeure, quoi. J'ai fait des petits trucs avant, j'ai fait des petits trucs à la télé, j'ai fait de la figuration au cinéma, mais la vraie rencontre incroyable, j'ai tourné dans La femme de ma vie, mais tout ça c'était après. Mais la vraie rencontre qui m'a finalement, qui m'a bâtie, si vous voulez. Il y a François Florent, il y a Pierre Roman, évidemment énormément, et puis il y a Chéreau. Parce que Chéreau, j'ai travaillé 6 fois avec lui, au théâtre comme au cinéma, et oui, c'est vrai que la petite pute que je joue dans Les Paravents, Jill Mila, qui arrive à la fin du spectacle, je m'en rappelle encore, c'est sûr. Mais je m'en rappelle encore parce que j'ai travaillé avec lui aussi. Vous voyez, tout est lié. Donc tout ça fait des sédiments qui font une espèce de comment est-ce que je pourrais dire? Oui, un sédiment. Des sédiments qui font que ce qui m'a intéressée, si vous voulez, dans l'aventure que je vis maintenant et au présent, c'est ce qui se passe ce matin, vous voyez? Je sais qu'à Lorient, c'est pareil, ça a déclenché quelque chose qui fait qu'à Lorient, je vais avoir des lycéens, je vais avoir des profs, et on va passer 2 heures à parler. Et au fond, pour moi, c'est aussi pour ça que j'ai accepté cette aventure. Probablement que d'autres comédiennes auraient pu jouer le rôle que j'ai là, c'est évident. Je ne suis pas du tout irremplaçable, et c'est la première chose qu'on apprend aux Français. C'est que dès que vous avez un pépin, hop, vous êtes remplacé, mais comme ça. Donc personne n'est irremplaçable. Je pense que beaucoup de comédiennes auraient pu prendre ma place. Mais il se trouve que ça tombe sur moi, il se trouve que j'ai dit oui, et puis que c'est comme ça. Bon, le fait d'être à la Comédie Française aussi a probablement beaucoup joué pour les professeurs, pour les lycéens, pour le prestige de cette maison de 1680. Mais moi, ce qui m'enchante, c'est ce qui se passe ce matin, et je ne sais pas ce qui va se passer à Lorient. On verra bien. Donc voilà, c'était pour moi important qu'il y ait ce livre. Je voulais que le prix ne soit pas excessif. 19 €, c'est accessible. Si pour une classe, ça n'est pas possible, il peut toujours y avoir un livre qui circule parmi le groupe théâtre, etc., etc. Et sinon, le prof peut l'acquérir ou ne pas l'acquérir. Et s'il ne veut pas l'acheter, il peut venir comme ça, comme à Lorient ou comme à La Rochelle, si vous voulez. Et puis je pense que l'année prochaine, ça sera pareil. J'ai déjà des rendez-vous, comme je joue la douleur, j'ai déjà par exemple des rendez-vous à Sartrouville, où je sais que je vais jouer, et on m'a déjà demandé de rencontrer des lycéens et des profs, ce qu'évidemment je vais faire. Voilà. Je voulais vous demander, quelle spectatrice êtes-vous? Êtes-vous spectatrice, et quelle spectatrice êtes-vous? Ah, j'adore aller au théâtre.
Alors le grand défaut du français, c'est que la vie de la comédie française est si intense que je n'ai plus le temps d'aller voir les autres, hélas. Mais j'essaye quand même. Mais c'est vrai qu'avec le planning, franchement, c'est difficile parce qu'il faut voir tous les spectacles qui sont montés au français. Donc vous imaginez déjà, donc à Richelieu, au Vieux-Caux, au studio. Il y a aussi des lectures, il y a aussi des rencontres. Enfin, il y a tellement de choses que souvent le temps nous manque pour aller voir les autres à l'extérieur. Moi, j'aime beaucoup aller au théâtre. Je suis une grande spectatrice. Je pense que je me régénère de cette façon-là. J'aime beaucoup aller voir les acteurs que j'admire, parce que c'est important de ne pas rester évidemment sur soi. Et puis tous ceux qui arrivent, la génération qui arrive, les jeunes comédiens, les jeunes comédiennes, ceux qui ont le conservatoire, ceux qui l'ont raté. Et puis j'aime bien par exemple évidemment aussi les auteurs. Si je vois que Lars Noren est monté par exemple quelque part, je vais y aller. Si j'ai le temps, je vais y aller. Et si j'ai pas le temps, je vais lire toutes les critiques qui vont sortir là-dessus, et je vais essayer de rencontrer ou de faire parler le metteur en scène ou les comédiens du travail et comment ils ont abordé ce Lars Noren ou comment a été abordé Tartuffe ou vous voyez des choses comme ça quoi. Mais je vais essayer d'être en contact le plus possible parce que à Paris on a une chance extraordinaire. Bon, on est le premier théâtre de France. Bon, mais en même temps la subvention n'a pas augmenté depuis 20 ans. C'est un truc de fou, hein, c'est à s'arracher les cheveux. Je ne sais pas comment Éric Ruff fait, mais en tout cas il fait. Donc nous on sait qu'on est très privilégiés et il n'y a pas un seul comédien ou une seule comédienne qui ne le sait pas. Donc on a cette conscience toujours. Donc quand on est au foyer parce qu'on n'est pas sur scène, on parle entre nous aussi beaucoup. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, tu as vu un tel, il est comment? Ah, d'accord. Ah, c'est pas bon. OK, j'irai pas. Enfin, vous voyez, ça discute. C'est un forum, hein. Donc évidemment, il y a ceux qui sont sur évidemment le portable. Mais moi, j'essaye de pas trop, mais un petit peu quand même. Mais je vois bien que la nouvelle génération est complètement accro aux écrans. Alors j'essaye de les perturber. C'est mon rôle d'agitatrice quand même. Hein. C'est pour ça que je suis là-bas aussi. Mais c'est très difficile de résister aux écrans. Mais donc voilà. Donc quand cette expérience, par exemple, se présente d'être au programme du bac, si vous voulez, je finis là-dessus aussi, je me suis dit, il faut choisir de grands auteurs. C'est évident. Donc, Beaumarchais, enfin moi, quand j'ai joué Suzanne, j'ai adoré, quoi. Parce que tout y est. Vous avez le droit de cuissage, vous avez la beauté du texte, vous avez le fait du mariage, vous avez la jeune femme amoureuse, enfin bon, voilà. Racine, il y a cette chance extraordinaire que le spectacle a été filmé à 3 soirs, avec 4 caméras de chaque côté, donc vous avez une très belle trace du spectacle. Et puis, Angel, vous avez un cinéaste qui se penche. Vous savez, on l'a tourné, Angel in America, la pièce dure 3 heures, on l'a tournée en 8 jours. Parce qu'Arnaud Desplechin, je finirai là-dessus, je finirai sur lui, c'est un immense cinéaste, il a une culture extraordinaire du cinéma, mais pas que. Il venait au Français quand il était tout petit. Et quand on a tourné Angel in America en 8 jours, on a tourné à 2 caméras. On a tourné en salle de répétition, sans décor. Il y avait une table où on s'asseyait les uns les autres. Il y avait le maquillage, la coiffure, toutes ces choses qui vont ultra vite. Il a fait un planning de fou. On tournait de 9h à 18h. Le vendredi soir à 18h, tout était dans la boîte. C'est inouï. En 8 jours de temps. C'était pendant un énième confinement. Donc nous, on n'était pas masqués, mais les techniciens l'étaient. Mais incroyable comment il a anticipé cette chose. Donc, il a travaillé tout le mois de mai, il a travaillé tout le mois de juin. On est arrivé au début juillet, on a tourné, vendredi soir, c'était fait. Voilà. Je crois que ce qui me... Si vous voulez, si je ne suis plus au Français dans 2 ans et demi pour des raisons X, ça va rester pour moi une aventure extraordinaire, vraiment. Et je la dois à Éric Ruff, vraiment.
Je le dis tout le temps et partout. Ça a été une chance majeure, vraiment. Et bon, je ne sais pas du tout ce qu'Éric fera par la suite, mais bon, déjà là, il va jouer à nouveau la comédie et reprend Lucrèce Borgia, donc ça c'est génial, parce que c'est un très grand comédien. Il va reprendre aussi, il n'a jamais arrêté. Il va faire des mises en scène d'opéra, il va faire des mises en scène de théâtre, mais c'est aussi un très grand scénographe, donc il va jamais arrêter. Donc je lui ai dit, pense à la suite quand même. Fais tes projets maintenant, parce que sinon, il est quand même au théâtre tous les jours, hein, avec la porte du théâtre, la porte du bureau qui est ouverte, quoi. Il n'y est pas jour et nuit, mais quasiment. Donc des fois, il s'échappe, heureusement. Je lui dis, mais vas-y, prends des vacances, pars ailleurs. Va à Amsterdam voir des tableaux de peinture. Mais, rafraîchis-toi la tête, quoi. Parce que je pense que c'est une charge qui est très lourde. Humainement, je pense que c'est très lourd. Parce que 60 comédiens et comédiennes, je ne voudrais pas être à sa place. Je pense que c'est un gros paquet. Eh bien, merci beaucoup, merci infiniment Dominique Blanc pour cette rencontre. Merci à vous. Mais venez ce soir, hein, c'est pas mal.